Bienvenue à notre exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, à première vue, a l'air un peu aride, mais qui est vraiment au cœur de la stratégie financière de milliers d'entrepreneurs au Canada. La fameuse déduction pour actions admissibles de petites entreprises, l'A2APP. Exactement. Et on va se concentrer sur les changements majeurs qui ont été proposés, surtout pour 2024 et 2025. C'est un gros morceau. Oui. On se base sur une analyse technique là, qui décortique un avis de motion de voix et moyens du 23 septembre 2024. Et un point super important avant de commencer, on parle ici de proposition. Ce n'est pas encore coulé dans le béton de la loi, fait que ça pourra encore bouger. C'est crucial de le mentionner. Notre mission, c'est de comprendre la nouvelle mécanique. On va regarder comment ça fonctionnait avant, comment 2024 est devenu une année un peu folle et à quoi s'attendre pour la suite. Bon, on est-tu prêt à mettre les mains dans le cambouis de la fiscalité? Allons-y! OK? Pour comprendre le choc des nouvelles règles, il faut d'abord comprendre le casse-tête qu'on avait avant. Mettons la table. Jusqu'en 2023, comment est-ce qu'on calculait cette fameuse déduction? Ouf! On entendait souvent parler d'un plafond, mais ce n'était pas si simple que ça, n'est-ce pas? Pas du tout. C'était déjà un art en soi. La déduction, c'était pas un chiffre fixe. C'était le plus petit résultat de 4 calculs différents. Une sorte de cage, donc. C'est une bonne image. Et le premier calcul, le plus connu, c'est l'exonération cumulative inutilisée. Mais même ce terme est un peu trompeur. Qu'est-ce que tu veux dire par trompeur? Ce n'était pas juste un solde qui diminuait. Le chiffre officiel disant 485 595 $ pour 2023 était calculé en gain en capital imposable. OK. Pour un entrepreneur, ce qui comptait vraiment, c'est le gain total que ça protégeait. Avec un taux d'inclusion de 50 % à l'époque, ce 485 595 $ permettait de protéger un gain en capital de presque 1 million de dollars. Près d'1 million. 971 190 $ pour être précise. C'est ce chiffre-là, le million, que les gens avaient en tête. D'accord, donc le chiffre technique était une chose, mais la réalité pratique pour l'entrepreneur, c'était de pouvoir sortir près d'1 million de son entreprise sans payer d'impôt sur le gain. Exactement. Mais là où ça devenait un véritable voyage dans le temps, c'est que ce solde était réduit par toutes les déductions que vous aviez déjà réclamées dans votre vie. Ah! Et pas juste par une simple soustraction. Le calcul appliquait des coefficients différents selon l'année où vous aviez réclamé la déduction. Par exemple, une déduction prise en 1988 était multipliée par 34, une autre prise dans les années 90 par 23. Attends une minute. Pourquoi cette complexité? Ça ressemble à une façon de rendre les fiscalistes indispensables. Y a-t-il une logique derrière ces fractions étranges? C'est une excellente question et oui, il y a une logique, même si elle est un peu tortueuse. Ce n'est pas de la complexité pour le plaisir. Non. Non. Chaque coefficient correspond à un changement majeur du taux d'inclusion des gains en capital dans le passé. Le taux n'a pas toujours été de 50 %. Il a été de 75 %, de 66,6 %. Ah, d'accord. Le gouvernement, avec ses multiplicateurs, essaie de s'assurer qu'une déduction réclamée en 1990, quand les règles étaient différentes, ait un poids équivalent aujourd'hui. C'est une tentative de maintenir une équité fiscale à travers les décennies. Je vois. Ça montre que l'historique fiscal nous suit comme une ombre. C'est une façon de s'assurer que personne ne profite, mettons, des changements de règles passées. C'est fascinant et un peu épeurant. Et les 3 autres montants du calcul, rapidement. Les autres étaient plus simples. Le plafond cumulatif des gains à la fin de l'année, le plafond annuel des gains et finalement le gain en capital imposable net de l'année. La déduction était le plus bas de ces 4 chiffres. OK. Mais dans la majorité des cas, c'est le premier calcul, ce fameux solde historique, qui était le facteur limitant. Donc, pour résumer la situation avant le grand changement, on avait un système qui protégeait environ 1 million de dollars de gains, mais le calcul pour y arriver, c'était déjà une plongée dans les archives fiscales de chacun. C'est bien résumé. Maintenant, arrivons en 2024. C'est là que tout bascule. C'est le point central de la réforme. 2024, c'est une année coupée en deux. Il y a un avant et un après le 25 juin. D'accord? Pour toute vente d'actions faite avant cette date, on reste dans l'ancien monde. Les anciennes règles s'appliquent avec le plafond de 508 418 $, ce qui exonère un gain total de 1 168 836 $. Et pour les ventes, c'est à partir du 25 juin. Là, on change de planète.
Le plafond de la déduction grimpe en flèche à 833 333 $. Et comme le taux d'inclusion du gain en capital est proposé à 33 pour les montants au-dessus de 250 000 $, ce nouveau plafond permet maintenant d'exonérer un gain total de 1 250 000 $. Wow! Une méchante augmentation. Une seconde, si le gouvernement voulait être plus généreux, pourquoi ne pas juste appliquer le nouveau plafond pour toute l'année 2024? Couper l'année en deux comme ça avec une date butoir en plein milieu, ça semble créer un chaos administratif monstre. C'est une bonne question. Il y a sûrement une raison stratégique derrière cette date précise du 25 juin. C'est la question à 1 million de dollars, ou plutôt 1,25 million. La date n'est pas arbitraire. Elle correspond souvent à la date où les détails de la législation sont annoncés publiquement. Le gouvernement veut éviter la rétroactivité. Ah, OK. S'ils avaient annoncé le 25 juin que les nouvelles règles s'appliquaient depuis le 1er janvier, ça aurait changé les conséquences fiscales de transactions déjà conclues. C'est un cauchemar légal et c'est perçu comme injuste. Je vois. En fixant une date précise, il crée une ligne claire. À partir de maintenant, voici les nouvelles règles. Mais ça crée des gagnants et des perdants instantanés. Imaginons une entrepreneur. Appelons-la Sophie. Elle vend une partie de ses actions le 20 juin 2024 pour 1 million. Elle est contente, elle utilise son exonération. Puis, une semaine plus tard, elle apprend qu'en attendant juste quelques jours, elle aurait pu avoir accès à un plafond beaucoup plus élevé. Ça doit être incroyablement frustrant. Absolument. La chronologie en 2024 est devenue un enjeu majeur et la subtilité la plus importante, c'est que les deux périodes ne sont pas indépendantes. Ah non? Non. Le nouveau plafond plus élevé de 833 à 333 $ est réduit non seulement par l'historique d'avant 2024, mais aussi par toute déduction réclamée dans la première moitié de 2024 sous l'Ancien régime. Donc, si Sophie a utilisé, disons, 300 000 $ de déduction pour sa vente en juin, elle ne peut pas juste se dire « Bon, super, il me reste maintenant le plein 833 333 $ pour une autre vente en septembre. » C'est exactement ça. Son plafond pour la deuxième moitié de l'année sera directement réduit parce qu'elle a utilisé en juin. Le système est conçu pour empêcher ce qu'on pourrait appeler un double trempage. Profiter des deux systèmes, moins. Exactement. Profiter à fond de l'ancien plafond et ensuite, la même année, profiter à fond du nouveau. Il y a une continuité. Dans le fond, on assiste à un bras de fer. D'un côté, le gouvernement veut encourager les PME. De l'autre, il veut s'assurer que le cadeau soit pas trop gros. Wow, donc la chronologie en 2024, c'est un véritable champ de mine fiscal. Est-ce que ça se simplifie un peu une fois qu'on passe cette année de fou-là? Disons, à partir de 2025, est-ce qu'on repart sur des bases plus claires? Le système se stabilise, mais le mot simple serait peut-être un peu optimiste. Ah, d'accord. Disons qu'il se stabilise sur une nouvelle base. Pour 2025 et les années suivantes, le calcul de la déduction reste le moindre des 4 mêmes montants qu'avant. La grosse différence, ce sont les chiffres. Le montant clé devient ce nouveau plafond de déduction de 833 333 $. Qui protège un gain de 1 250 000 $. Voilà, c'est le nouveau standard. Et ce montant va rester fixe? Non. Et ça, c'est un détail très important. Le gain en capital de 1 250 000 $ sera indexé à l'inflation à partir de 2026. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle pour les entrepreneurs sur le long terme. Ça veut dire que la valeur réelle de l'exonération ne sera pas grugée par l'inflation au fil des ans. D'accord, c'est un bon point. Mais revenons à la complexité. J'imagine que l'ardoise n'est pas effacée au 1er janvier 2025. Comment est-ce que l'historique fiscal d'une personne, incluant cette fameuse année 2024, continue de la hanter? C'est là que la mécanique de transition déploie tous ses effets à long terme. Le nouveau plafond de 833 333 $ est bien sûr réduit par toutes les déductions réclamées après 2024. C'est logique. Oui. Il est aussi réduit par tout ce qui a été réclamé avant 2024 et durant l'année de transition 2024. Mais, et c'est là que ça devient fascinant sur le plan technique, la façon dont on soustrait ces anciennes déductions n'est pas la même. Comment ça? Une déduction de 100 000 $, c'est une déduction de 100 000 $, non? Pas aux yeux du nouveau système. C'est ici qu'on trouve l'ajustement le plus pointu. Pour toutes les déductions réclamées avant le 25 juin 2024, donc sous l'Ancien régime, le gouvernement applique un ajustement spécifique. Il majore le montant de la déduction de 13 avant de le soustraire du nouveau solde. Il majore de 13. Ça veut dire qu'une vieille déduction pèse plus lourd contre mon nouveau plafond?
Pourquoi faire ça? Exactement. Pensez-y comme si on convertissait des devises. Une déduction réclamée sous l'ancien système, c'est comme avoir 100 dollars canadiens. Une déduction réclamée sous le nouveau, avec un taux de 23, c'est comme avoir 100 euros. OK. Ils n'ont pas la même valeur, le même pouvoir d'achat fiscal. Cet ajustement de 13, c'est le taux de change que le fisc applique pour s'assurer que l'historique en dollars canadiens est correctement converti en euros. Ah, d'accord, là, je comprends. C'est beaucoup plus clair dit comme ça. C'est une façon de rendre les pommes et les oranges comparables. C'est exactement ça. Une déduction qui protégeait un gain quand seulement 50 était imposable n'a pas le même impact qu'une déduction qui protège un gain quand 66,6 est imposable. Le gouvernement normalise tout. Vous avez mis le doigt dessus. C'est une conversion mathématique pour assurer une cohérence. Sans cet ajustement, une personne qui aurait utilisé toute son ancienne exonération se retrouverait avec un avantage disproportionné, là. C'est un exemple parfait de la chirurgie fiscale. Je comprends la logique, mais du point de vue de l'entrepreneur, ça semble incroyablement lourd. Est-ce qu'on s'attend vraiment à ce que quelqu'un calcule ça sur le coin d'une table ou ça force tout le monde à dépendre d'un fiscaliste? Honnêtement, le calcul à la main est devenu pratiquement impossible pour quiconque a un historique un peu complexe. Ça renforce le rôle des logiciels d'impôt et des conseillers. C'est sûr. L'intention, c'est l'équité, mais la conséquence, c'est une complexité accrue. Donc, si je fais le bilan de tout ça, on est parti d'un système déjà complexe, on a traversé une année 2024 à 2 vitesses et on atterrit en 2025 avec un plafond plus généreux et indexé, ce qui est positif, mais qui est indissociable de tout notre passé fiscal, recalculé avec des formules de taux de change. C'est ça. La conclusion, c'est que chaque déduction prise depuis les années 80 continue d'avoir un impact, mais maintenant encore plus complexe à calculer et, on le répète, tout ça est basé sur des propositions. C'est une excellente synthèse. Ces documents techniques nous donnent le comment du calcul avec une précision chirurgicale. Mais si on prend un peu de recul, ça soulève une question de politique fiscale beaucoup plus large. Laquelle? Quand on change les règles du jeu aussi drastiquement, la mécanique de transition est souvent plus ardue que l'ancien et le nouveau système pris séparément. Et qu'est-ce que ça implique concrètement pour la personne qui nous écoute et qui possède des actions dans une PME? Ça implique que la tenue de dossiers méticuleuse et historique n'est plus juste une bonne pratique. C'est devenu un enjeu financier de premier plan. Chaque déduction réclamée, chaque avis de cotisation doit être conservé. Tout compte. Entre la complexité d'une mesure comme celle-ci et son objectif premier, qui est supposément de simplifier et d'encourager l'investissement dans nos petites entreprises. En voulant être plus juste, on a peut-être rendu le système encore plus inaccessible.